Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je me suis rendu à la Maison de la Radio, là où se trouvent les studios des Chemins de la Philosophie, l'émission produite et animée sur France Culture par mon invitée, Adèle Vendrette. Et si nous nous sommes rencontrés, c'est parce qu'elle publie Vivre et revivre encore aux éditions de l'Aube. Un recueil de chroniques qu'Adèle a rédigé au fil des dernières années pour le magazine Le 1. L'idée, un sujet d'actualité, une chronique, rédigée à travers le prisme de son regard de philosophe. On y croise alors le confinement, aussi bien que François Fillon, le sport ou encore Angela Merkel. Alors avec Adèle Vendrette, on a parlé du temps court que représente l'écriture d'une chronique, qui peut paraître paradoxale avec l'acte de philosopher, de la pratique que représente la philosophie, de son rapport à la culture ou encore de la parole philosophique de plus en plus présente dans les médias. Bonne écoute. Bonjour Adèle Vendrette. Bonjour Thomas. Alors le 1, c'est ce journal hebdomadaire qui est conçu dans un format particulier, je crois qu'il est plié en 3. C'est ça. En 3, ouais. C'est une feuille unique, en fait, qui traite d'un sujet unique, en faisant appel chaque semaine à différentes personnes, donc vous, de temps en temps. Et l'idée de ce livre, Vivre et revivre encore, c'est de parler d'un sujet, enfin plutôt de ces chroniques, c'est de parler de sujets et d'en tirer des pistes de réflexion, pourquoi pas des questions. Jusque-là, on est à peu près bon. Mm-hmm. Alors ça veut dire que la philosophie, dans nos vies, elle est omniprésente et que peut-être que dans nos vies individuelles, dans nos vies intimes, elle est absolument permanente parce que vous parlez vraiment de tout, du Covid, d'Angela Merkel, etc. C'est un peu, finalement, on pourrait se dire la discipline, une des disciplines les plus universelles au final parce qu'elle se retrouve partout. En fait, la philosophie, c'est pas un lieu, c'est pas un objet, c'est une manière de réfléchir aux choses. Et donc, à ce titre, elle peut en effet s'appliquer à n'importe quoi dans la mesure où c'est pas la chose elle-même qui est philosophique, c'est la manière qu'on va avoir d'y réfléchir. Et donc, il est très important de montrer, en tout cas moi, c'est une des choses qui me tient très à cœur et que j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail, que ce soit à la radio ou dans les écrits, de montrer qu'il n'y a pas des objets de réflexion plus dignes que d'autres. C'est pas parce qu'on fait de la philosophie qu'on ne parle que de la vie, la mort, la métaphysique, le non-être, etc. Oui, ça peut être très pratique. Et ça l'est, ça doit presque l'être. Je ne veux pas être prescriptive, je ne veux pas avoir l'air de proposer une définition unique et unilatérale de la philosophie. Mais dans la mesure où c'est une manière de réfléchir sur les choses, on ne peut pas faire l'économie d'une prise en compte de cette pratique-là. C'est une pratique d'abord. Bien sûr, il y a une théorie, il y a une réflexion, mais c'est toujours un rapport entre un sujet qui réfléchit et le monde lui-même, ou un objet qui appartient à ce monde, et la philosophie se situe dans la rencontre entre les deux. À partir de là, moi, sur la proposition d'Éric Fotorino, qui a lancé l'hebdomadaire Le 1, et qui de temps en temps me proposait d'intervenir sur tel ou tel autre thème. Et si le thème m'inspirait, je disais oui. Alors que je ne suis pas très encline justement aux commentaires d'actualité. Je fais partie de ces personnes qui... Chronique. Voilà, je ne suis pas très fan du format chronique, ni de l'exercice qui consiste à commenter ce qui est en train de se passer. Mais en fait, là, j'ai accepté... Alors, c'était il y a longtemps, ces textes ont été écrits en 2015-2016, hormis le dernier. Il y en a un sur le confinement, c'était l'an dernier. Mais les autres, c'était vraiment il y a 5-6 ans. Ouais. Mais en fait, j'ai accepté parce que je me suis dit que l'occasion m'était donnée de ne pas faire du commentaire, mais un travail je vois plus ça comme de l'extraction, de forer, de partir de quelque chose qui est un élément d'actualité et d'aller voir ce qu'il y a en dessous d'atemporel. Et là, je me sens utile pour faire remonter la temporelle dans l'actualité, dans l'évanescent, au fond. Mais on se doute que ces chroniques sont pas écrites sur le temps long. Est-ce qu'on peut philosopher dans l'urgence, puisque c'est de la presse, donc par quasi-définition, c'est de la temporalité qui est très courte. Donc comment... Je sais pas, ça sonne comme un paradoxe en fait de philosopher dans l'urgence, etc. Comment écrire ces chroniques à la lumière de cette philosophie d'urgence, disons ? Parce que justement, ce qui m'a intéressée, c'est ce que j'allais chercher derrière. Non pas tellement ce qui était en train de se passer, enfin non pas que ça m'intéresse pas, je montre beaucoup d'intérêt et de goût pour l'actualité. Simplement, j'y vois pas le lieu d'une réflexion approfondie, systématique. Mais au fond, si on prend des exemples... y a une chronique où je parle de l'affaire Fillon, souvenez-vous, au moment de la dernière élection présidentielle. Donc c'était bien avant qu'il soit condamné, et je suis repartie d'un événement, justement, c'était un numéro sur la démocratie, et je me disais, mais Fillon dit que c'est antidémocratique, son lynchage médiatique. Et là, ça m'intéresse parce que je me dis, mais pourquoi dit-il que c'est antidémocratique alors que c'est l'essence de la démocratie que de permettre à la presse de critiquer, de commenter ce qui se passe, même si, quand on en est victime, c'est absolument abominable. Et là, je pense à Tocqueville qui l'écrit.
dans la naissance de la démocratie 200 ans avant. Et donc la rencontre entre Fillon et Tocqueville m'intéresse parce que ça permet de faire découvrir Tocqueville, qui à l'époque est moins connu peut-être que Fillon, et qui pourtant a beaucoup plus de choses à nous dire. Et justement, vous vous appuyez sur des textes. Ces textes, ces auteurs, ils se dégagent de quelle manière dès qu'on vous donne ce sujet Ah bah c'est en fonction de mes goûts, mes affinités, Parce que ça mes pourrait connaissances. évidemment être un texte complètement opposé si c'était quelqu'un d'autre qui l'écrivait, de fait. Ah bah oui, il n'y a pas une vérité, ça, il n'y a pas qu'une seule manière de traiter chaque sujet. Ça dépend, là c'est vraiment à travers le prisme de mon caractère que ça passe. Je sais pas, de recherche par exemple, si un sujet vous inspire pas typiquement et que vous savez vraiment pas faire ça peut m'arriver. Je me souviens que par exemple pour la chronique sur l'animal sportif, donc sur le sport, je me souviens avoir été inspirée, enfin je savais que je voulais écrire là-dessus parce que j'aime bien tout ce qui consiste à montrer qu'il n'y a pas d'un côté le monde intellectuel et de l'autre le monde du corps, que les deux se rejoignent, qu'un esprit peut être musclé et un corps peut penser, au fond. Et en faisant, là, je me souviens avoir fait des recherches et être tombée sur cette phrase de Bergson, justement, qui parle de l'animal sportif, et je me suis dit, voilà, là j'ai mon angle, là je peux y aller. Alors vous avez également publié un roman, La vie ordinaire, l'année dernière chez Gallimard. Comment aborder cette écriture d'une chronique, non pas de l'actualité, mais de l'immédiateté? D'ailleurs, Éric Fotorino, il le dit dans l'avant-propos, par opposition au temps long que représente ce roman, ce qui reviendrait peut-être, si on poursuit un peu le raisonnement, à se demander à quoi ça sert l'écriture, mais peut-être pas aller jusque-là. Vaste question, et je pense que dès qu'on écrit, on se la pose de toute façon. Ouais. En fait, l'exercice est très différent parce que dans celui de la chronique, le rapport au temps, c'est ce que je vous disais, pour moi n'est pas celui de l'instantanéité ni de l'urgence, mais celui du temps, de l'atemporalité. Au fond, on peut opposer l'actualité au présent. L'actualité, c'est ce qui est en train de se passer. Le présent, au fond, quelque chose d'atemporel, c'est toujours le présent. Quiconque écrit est dans le présent. Et au fond, ce que j'essaie de montrer, c'est que notre présent ressemble au présent de Platon, qu'il y a des choses qui ne changent pas. Simplement, les problèmes se manifestent de manière différente selon l'époque, mais ils restent les mêmes. Et ça, c'est le pari de la philosophie. Enfin, elle existe grâce à ça. Bien sûr, À l'inverse, ce que j'ai essayé de faire dans La vie ordinaire, et je crois que ce que je fais dans mon travail d'écriture, qui est personnel, donc qui n'est pas pour un hebdomadaire ou quelqu'un d'autre, justement, c'est beaucoup plus en prise avec le temps, avec l'écoulement du temps. Et c'est un sujet qui m'obsède même, de savoir comment est-ce que, et peut-être est-ce que j'écris pour ça, comment est-ce que je peux ressaisir ce temps, ces secondes qui passent, cette durée qui nous constitue et qui est à la fois un drame, puisqu'elle nous conduit vers la mort, et une chance incroyable qui nous est donnée et à côté de laquelle on ne peut pas passer. Donc c'est une bonne question parce qu'il y a toujours un rapport au temps. Et moi, je le vois comme ça. D'un côté, les chroniques, pour moi, c'est plus atemporel. De l'autre, au contraire, c'est pris dans la durée avec ce que ça a parfois de tragique, quoi. Et au-delà du roman, la langue de ces chroniques, elle est, j'ai trouvé, relativement simple, accessible. C'est une porte d'entrée qui est relativement simple pour accéder à ce que vous dites. Comment est-ce que vous avez construit cette langue de la chronique, puisque c'est évidemment pas la même que le roman ou que je ne sais quoi? Alors ça, c'est marrant parce que je me suis pas posé cette question. Quand j'écris, que ce soit les chroniques ou un essai ou quel que soit le texte, je me pose pas la question de la langue. Ok, au final du lecteur ou de la lectrice. Alors c'est pas pareil. Quand je dis que je me pose pas la question de la langue, c'est que je me dis pas tiens, je vais écrire comme ça ou comme ça. J'essaie d'écrire le plus justement possible, de trouver les mots qui traduisent le plus fidèlement possible ce que je voudrais dire. Donc ça passe pas par des questionnements de forme, de ton, de vocabulaire, mais c'est qu'une question de justesse. Ok, ça veut pas dire que vous avez essayé de vulgariser. À partir du moment où je trouve les mots pour dire ce que je veux dire, je sais que je suis dans cette justesse-là, et donc je m'adresse directement au cœur de l'autre. Si j'écris avec mon cœur, pardon, c'est un peu mielleux de dire ça, mais c'est vrai. Ouais. Si j'écris avec honnêteté, avec mon cœur, je ne doute pas un instant que je puisse toucher le cœur de l'autre. Okay. En fait, c'est ça. Ouais. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut être complètement indifférent à quelque chose qui me bouleverse, c'est pas la question. Mais je ne conçois pas mon métier, là encore, y compris celui de la radio, sans cette destination directe vers autrui et vers le cœur de l'autre. Sinon, autant ne pas écrire. Alors, ces chroniques sont organisées d'une certaine manière. Et la première, elle parle du confinement. On est obligé d'y passer. Pour vous, en philosophie, qu'est-ce que l'année 2020 a révélé? Quel grand thème, quel grand sujet philosophique cette année? Et 2021, évidemment, par la même occasion. Quel thème ils ont mis en valeur plus qu'à l'accoutumée, disons? Alors là, je ne saurais pas répondre à cette question. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des thèmes philosophiques qui sont mis en valeur par des années. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Okay. Je pourrais vous inventer quelque chose, ou vous trouver quelque chose. Je vous dirais, oui, c'est la solitude, c'est le temps qui s'étire, bien sûr. Mais en fait, je ne raisonne pas comme ça.
Les concepts sont le fruit d'un travail sur le temps long. Et je pense que les philosophes, les intellectuels aujourd'hui sont pris dans la même perplexité que tout le monde et qu'il est peut-être trop tôt pour prétendre proposer un regard fécond sur ce que nous sommes en train de vivre. Et moi, je crois vraiment qu'on ne comprendra ce que nous sommes en train de vivre que dans quelques temps. Et là, on pourra dire, voilà ce qui s'est passé, voilà de quelle nature était ce bouleversement. Là, au moment où on se parle, c'est pas fini en plus. Et on est encore pris dans cette forme de sidération, de perplexité, qui est très intéressante à décrire, mais dont je crois nous n'avons pas encore mesuré la portée véritablement. Ouais. Donc au fond, la tâche concrète, la tâche première d'une philosophe, c'est peut-être de savoir trouver les mots avant tout. Moi, comme ça que j'aime bien définir le travail de la philosophe, ou du philosophe, c'est ça, c'est prendre le temps de définir les mots qu'on emploie. Et rien que ça, c'est un travail énorme, et je crois que ça dissiperait beaucoup d'engueulades stériles, en fait, que de savoir déjà de quoi on parle. Ouais, parce qu'on n'arrive pas nécessairement tous à se mettre d'accord. On se met pas d'accord sur les mots qu'on emploie, et il y a plein de soi-disant concepts qui en fait sont pas définis, et dans lesquels on met des réalités très différentes, et qui fait qu'on parle pas de la même chose, donc c'est difficile d'avancer comme ça. Ouais. Alors on est dans un podcast culturel et justement la culture, vous en parlez dans ce livre, enfin plus précisément du pouvoir de la culture, page 45. Alors je cite, « La culture ne sert si ce n'est à tromper l'ennui, ce qui n'a pas de prix ». Alors vous dites la culture c'est dénaturé à force d'être brandi comme le point ultime du développement de l'humanité. En quoi ? C'était une manière d'écrire sur la culture, c'est très difficile parce que la culture, soit on en fait l'éloge primaire, ce qui est indispensable, et parce que personne ne va dire que la culture ne sert à rien, soit on décide que justement elle sert à rien, et ça j'en connais pas beaucoup, mais il est difficile de dire quelque chose d'autre. Et au fond, c'est ça qui m'a intéressée, c'est de dire mais quelle est la différence entre la culture au sens le plus noble du terme et ce qu'on appelle le divertissement. Ce qui pose beaucoup de questions d'ordre, disons, presque esthétique. Est-ce qu'on peut mettre sur le même niveau un téléfilm grand public et un film d'arrêt-essai qui ne va sortir que sur quelques écrans? Est-ce qu'on met sur le même niveau Mozart et du rap? Vous voyez, toutes les questions de snobisme culturel. Mais ça pose aussi la question de l'élan qui nous fait aller vers la culture. Et je propose l'hypothèse selon laquelle, au fond, derrière, le geste qui nous conduit à nous abreuver de culture est peut-être identique à celui qui nous conduit à nous divertir. Et qu'au fond, il y a aussi cette envie de tromper l'ennui qui fait qu'on a besoin de culture. Alors bien sûr, c'est le raffinement humain, c'est ce qui nous distingue de l'animal, mais n'oublions pas que culture, au départ, c'est aussi cultiver son champ, quelque chose d'artisanal. La culture, c'est aussi ce qui fait que un rapport premier à la terre et aux matières premières qui nous font être ce que nous sommes. Et que je crois que le divertissement fonctionne de la même façon. Nous avons besoin de ça. Il y a un besoin avant un goût, en fait, dans la culture. Et j'ai voulu creuser cette différence que je trouve très intéressante. Ouais, qu'il l'est. Je me demandais, parce que j'ai cru remarquer qu'on invitait de plus en plus des philosophes sur les plateaux de télévision, sur les podcasts, sur les radios, peu importe. Et j'imagine qu'on espère de quelque chose, qu'ils soient experts pour nous éclairer sur l'actualité, etc. Et je me demandais juste, selon vous, quelle place le philosophe occupe aujourd'hui dans la société au XXIe siècle? Alors, c'est vrai que le philosophe est plus présent sur les plateaux télé qu'avant, et les plateaux radio. Ce qui à la fois est une très bonne chose, ça veut dire que la philosophie fait moins peur, qu'on se dit qu'on a quelque chose à apprendre d'eux. Et en même temps, me laisse un peu sceptique parce que je pense qu'il y a un malentendu dans cette grande popularisation du philosophe qui est que on croit qu'il va nous aider directement. On pense que le philosophe est celui qui, du haut de sa tour, en caressant sa barbe blanche, détient la sagesse pour nous éclairer sur chaque situation, et je crois qu'il n'en est rien. De ce malentendu peut être une bonne chose, parce que je vous le dis, ça permet de montrer que la philosophie peut être accessible au plus grand nombre quand elle est transmise comme de cette manière-là. Mais il ne faut pas oublier, il y a les deux. Moi, je pense que la philosophie montre que tout est intéressant. Et je crois qu'il faut le dire à tout le monde. Voilà, c'est ce que moi j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail. En revanche, je pense qu'il ne faut vraiment pas se méprendre sur le rôle du philosophe. C'est jamais un rôle consensuel. La prise de parole philosophique, elle doit garder une dimension presque transgressive. Parfois, le philosophe nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre.
Ouais, et c'est ça qu'il faut maintenir. Le philosophe n'est pas dans la démagogie, il n'est pas là pour faire plaisir. Il a besoin de temps long, ce qui est souvent incompatible avec les médias. Son travail, son métier est un travail. Donc c'est pas du commentaire, et c'est pas s'il est dissous dans la médiatisation, c'est peut-être au risque de ne plus faire son travail justement. Donc faut être très prudent avec ça. À titre personnel, vous, la philosophie, elle vous aide? Est-ce que vous avez un lien, est-ce que j'irais jusqu'à dire utilité avec elle? Je me pose pas la question dans ces termes. Je crois pas que la philosophie aide à mieux vivre. Moi, je dirais que moi, pour définir le lien qui m'unit à la philosophie, c'est plus celui du compagnonnage. Ouais. Moi, je me réfère à ces textes, à ces auteurs comme à des amis. Je sais qu'ils sont là, qu'ils savent beaucoup plus de choses que moi, qu'ils ont parfois la réponse aux questions que je me pose, parfois non, mais au moins ils posent bien la question, et ça me rassure presque. En fait, je me sens moins seule. C'est plutôt ça. C'est comme une famille avec des gens que je déteste, des gens que j'adore, et qu'ils existent, que ces textes-là et ces auteurs-là aient pu exister, à quelque chose de réconfortant pour moi. Le vieil oncle pour Noël, il est là aussi, quoi. Oh là, c'est pas forcément celui qu'on a envie de voir, mais... mais il existe. La copine aussi, hein, on peut rêver de fumer des clopes avec Hannah Arendt, en parlant de la culture américaine. Justement, est-ce que vous avez des auteurs ou des autrices qui ont marqué votre carrière? Pas forcément des philosophes par ailleurs. Votre carrière, votre parcours, et Oui, il y en a beaucoup. Dans La vie ordinaire, je raconte comment j'ai découvert le philosophe américain qui s'appelle Emerson, qui était le maître à penser de Thoreau, dont on parle un peu en ce moment, qui a écrit Walden, qui allait vivre dans une cabane construite de ses propres mains pendant 2 ans. Le philosophe américain Stanley Cavell, qui a pensé ce qu'on appelle les comédies de remariage, qui a beaucoup compté pour moi. Tous ces philosophes américains ont été des découvertes clés dans mon travail. Vous avez étudié d'ailleurs Cavell, non? Ouais, je l'ai étudié, je l'ai découvert quand j'étudiais à Chicago, et c'est lui qui m'a vraiment réconcilié avec la philosophie. J'étais fâchée à cette époque-là, et puis il m'a appris une autre manière de la pratiquer. Et après, les auteurs qui ont compté pour moi, la liste est très longue. J'ai pas un panthéon. Moi, je suis puis il y a des auteurs que j'aime pour certains textes, d'autres pas, et d'autres textes moins, etc. Oui, à certaines périodes aussi de votre vie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors, vous avez voulu, au début de votre carrière, devenir comédienne. Au début de ma vie. Au début de votre vie, justement, ma carrière n'a pas du tout pris cette voie-là. Nous sommes à France Culture. Alors, on se connaît pas, mais est-ce que vous avez théorisé cette appétence pour le jeu, vivre des expériences que vous pourrez jamais vivre, etc. Pourquoi pas se défréquenter, j'aime bien cette expression. Est-ce que vous avez théorisé cette appétence pour le jeu? Quand je dis que c'est au début de ma vie, c'est parce que c'est quand j'étais vraiment petite que je voulais être comédienne. C'est le premier métier que j'ai dit vouloir faire, après avoir dit caissière, je crois. Ouais. Et bibliothécaire, voilà. J'ai dit que... c'est plus du tout quelque chose, je veux dire, qui est d'actualité, donc. Ça l'a été longtemps. C'est pas venu avec mon entrée dans la vie professionnelle. C'est quelque chose qui m'attirait énormément. N'était pas le bon, mais ouais. Et le goût pour le jeu était quelque chose de très important. Alors, est-ce que c'était pour ne plus me quitter moi-même, fréquenter d'autres personnes que moi à travers les jeux que j'allais jouer? J'ai pas fait non, je l'ai pas théorisé. C'est la question du jeu JEU me passionne. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je pense que je ne sais pas si j'aurais pu être comédienne, parce que ça implique un certain rapport à son désir et à sa liberté que je pense que je vivrais moins bien aujourd'hui. Peut-être que je l'aurais bien vécu si j'avais fait ça tout de suite. Ouais. Mais je crois qu'aujourd'hui j'ai moins de goût pour ça. Enfin, c'est pas que j'ai moins de goût, c'est que je m'en sentirais moins capable. Mais y réfléchir me passionne. Non, je ne l'ai pas théorisé, mais voilà, je trouve que c'est très fécond. On va en venir à la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que, Adèle, vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous donner? Alors, j'en ai 2. Dans la littérature, j'ai lu récemment, c'est un livre qui est sorti il y a 1 an, mais que j'ai lu... En fait, il y a 2 livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup marqué. Il y a La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, qui a eu le prix Renaudot d'ailleurs l'an dernier, et que je n'avais pas du tout lu. Et puis, par hasard, je me suis retrouvée à côté et je l'ai lu d'une traite. Et c'est un texte super, qui est vraiment très bien. Donc, d'un homme qui raconte qu'il va pister la Panthère des Neiges sans savoir s'il va la voir. Et c'est l'occasion de beaucoup de réflexions qui sont vraiment passionnantes. Et l'autre livre, c'est le livre que Robert Badinter a écrit sur sa grand-mère. Je crois que ça s'appelle Idriss. Grand-mère juive, et il raconte pendant la guerre comment ça s'est passé. C'est un livre qui est vraiment émouvant et que j'ai beaucoup aimé lire. Et donc du coup ça fait 3. Mes derniers coups de cœur culturels, c'est un chanteur qui s'appelle Alyosha Schneider, que je connaissais pas, qui fait partie de la fratrie des Schneider. Il y a un acteur, des musiciens, voilà. Ils étaient 5, maintenant ils sont 4. Et j'aime bien la chanson. Enfin, pareil, on me l'a fait découvrir il y a pas longtemps, et il est
pas assez connu, je trouve. Voilà. Ouais, c'est vrai que je le connais même de nom, mais je le Et connais moi pas. j'aime bien. Il chante en anglais. Il a fait une chanson. Enfin, moi je connais une chanson en français. C'est très doux, très beau. Et voilà, ça me fait plaisir d'en parler. Et on conseille. Bah ouais, complètement. Super. Ça s'appelle Vivre et revivre encore d'Adèle Vendrette. C'est publié aux éditions de l'Aube. Et la petite illustration de votre visage sur la couverture est réalisée par Stéphane Trappier. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup, Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple. Ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle ou un nouvel invité. Et puis un nouvel entretien, bien sûr, pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.